coordination, mais je suis vraiment artiste. Allô, je m'appelle Patrick McCormack, je suis agent de programme au Conseil des Arts du Canada, mais aussi, I'm going to switch to English. In the past, I've worked with a variety of community arts organizations, mainly in Ottawa, but also in Toronto, Ontario. I've worked with the House of Paint Festival. I was actually mentored by Sterling, the founder of Under Pressure. I've also worked in a youth arts charity nonprofit called the Forum Initiative for Change. And I'm also currently, aside from my desk and my day job, I'm running a music festival in Ottawa called the Cranium Festival. Hi, je m'appelle Naz Goy, Naz. I'm going to switch to English if that's okay. I live and work in Germany as an art curator, as a contemporary art curator, and I bring the contemporary art and the urban art together. We have a public art space that we use for bringing those two specialities together. And I am a film producer. I work in film production as well, and I'm with Under Pressure since 2010, so 15 years. And I hold down the 101, the base of the festival. Liens ils font avec la société, avec les gens, et puis c'est un peu ce qu'on va explorer sur C'est de voir aussi la communication que j'ai avec Under Pressure, de voir comment c'est clair que c'est toujours un peu un stress, on ne sait jamais à 100%, est-ce qu'il va y avoir des subventions, combien est-ce qu'on va avoir, ça change d'une année à l'autre aussi. Donc c'est sûr que c'est pas évident pour des festivals, pour des organismes d'être sûr à 100% que tout va être fluide, parce que d'une année à l'autre, tu peux passer d'avoir un certain montant, puis l'année suivante, il y a un zéro de moins, ça change quand même beaucoup.
work in supporting artistic practice is for the non-artistic elements. So like when you want to do things like this, right? Education or organizational development, but it can also include artistic projects as well. So you can actually have a variety of activities over a period of up to 3 years. And you can get up to $100K per year, $100,000 per year to support those activities. And actually being very responsive to the current situation where we know that one of the key struggles that is the same across the board is actually just the ability to operate, right? Like to pay somebody to, write grants, to do reports, to communicate with your community. So it can also cover operations, which is very new because up until now, it's been only operating grants that can cover that, which is very difficult to get if you're not already in, right? Like I've worked for a variety of organizations before community council. None of them ever had operating funds from community council. So I understand the frustration from the outside because I lived that reality for 20 years before being on the inside. So those are positive changes. It's not going to fix everything, but it's a step in the right direction. And do you think it's going to allow the money to be the way you're going to spend, like in a profitable way, in a sustainable way for festivals? I think it's more sustainable because we know that if you don't have your core solid, it becomes really difficult to plan and to leverage those funds to do the most, to have the most impact. So now if you can even, like the small organizations that I've worked with, if I even had one person part-time, year-round, that could have really changed the way that we would have accessed sponsorship money and even other grant funding money and even our ability to stay connected more to our community. Like I'm living that reality still off the side of the escalator, right? Because I still do a small arts organization that obviously can't get any council funding. So because I work at council, so it's even less amounts of funding we can access. Et on a évoqué rapidement un sujet sur les tendances, justement sur la représentation des genres, représentation raciale. Est-ce que, peut-être en tant qu'artiste, est-ce que tu as vu une évolution, une progression, enfin en tout cas quelque chose qui, une progression ou pas sur la représentation dans le festival? Je pense que le plus gros changement que j'ai remarqué, c'est vraiment la présence, le fait de vouloir aller chercher des artistes autochtones. Ça, je pense que ça arrivé en même temps qu'il y a eu, je sais pas c'est quoi, quelque chose par rapport à la réconciliation, puis il y a eu des subventions, puis clairement il y a eu plus d'organisations qui sont comme focus sur les autochtones, c'était vraiment comme le jour de la vie, je trouve. Ça fait quelques années de ça. Et sinon, je pense que au niveau des festivals, je pourrais dire, avec Canada vraiment, c'est le festival que je vois qui est le plus diversifié, les gens qui vont chercher, puis ça paraît que c'est émotionnel. Quelque chose que je remarque, c'est pas nécessairement racial, mais c'est au niveau de l'expérience des gens qui vont chercher, il y a de plus en plus de nouveaux artistes qui ont la place à participer à des festivals parce qu'avant, il n'y avait pas tant ça. Ça ouvre aussi la porte pour ce fait de découvrir une personne comme moi de l'expérience. Est-ce que peut-être Adrien, tu as nous expliciter justement sur les stratégies justement au niveau de la représentation des minorités? C'est une stratégie, oui, pas dans le sens où on se dit qu'on va faire ça pour avoir une bonne image, un greenwashing ou quelque chose du genre, mais on veut laisser de la place effectivement un peu de tout le monde, les artistes plutôt en rond, pour mettre une minorité également. On essaye quand même de pas non plus juste se dire qu'on va être guidé uniquement par les statistiques, parce qu'on peut aussi puis ça, je pense que vous avez fait un petit peu plus tôt également, on peut être une personne par exemple racialisée, des femmes par exemple, dans quelles statistiques on rentre. On ne peut pas être guidé par ça, mais c'est sûr qu'on laisse énormément de place, on peut laisser énormément de place à tous les profils d'artistes. Puis sans se laisser guider par les statistiques, on challenge à chaque fois les comités de sélection justement pour ça, parce qu'on ne va pas dire on prend cette personne uniquement pour cette raison ou autre. Mais quand on regarde les stats du festival à la fin de l'année, je pense que l'an passé que c'était avant d'avoir entre 45 et 50% de femmes au festival, donc on essaie beaucoup de le faire. Puis quand on parle de représentation, c'est pas juste pour inviter quelqu'un à un festival, c'est qu'est-ce qu'on leur offre aussi. À Canada Ruelle, il y a différentes choses.
choses, on peut avoir des petits portes de garage, on peut avoir des gros murs. Donc ça peut être, l'autre jour on avait ce débat justement, parce qu'on a déjà fait des murs par exemple, pas que, mais avec un mur uniquement féminin. Et là on s'était dit, ok, ça peut être bien parce qu'on est personne, mais outre leur donner un mur, c'est la visibilité du mur qui peut être importante aussi par exemple. Nous chaque année on choisit un artiste pour faire le t-shirt, également d'édition, donc c'est des choses sur lesquelles on essaie de changer pas mal. Ça c'est une ancienne édition, mais je crois que les deux dernières c'était des hommes par exemple, donc cette année, pour l'édition cette année ça va être une femme, et là c'est sûr que ça a été guidé par ça. Là on avait grand choix d'artistes femmes avec lesquels on voulait travailler aussi. L'idée c'est d'avoir un peu de vigilance dans la programmation artistique. Absolument pas. Mais c'était conscient, c'est un mot sur lequel beaucoup de gens se battent en ce moment-là, comme ils disent le wokisme, mais à la base c'est pas une mauvaise chose d'être conscient un petit peu des enjeux qu'il y a dans la société, faire les choses en fonction de ça. Donc ouais, on essaie. Puis ça fait plaisir d'entendre ce qui s'est ressenti aussi du côté des artistes. Est-ce que, on en parle, c'est un peu connecté à l'économie, je pense, la difficulté à faire vivre des festivals. Est-ce qu'il n'y a pas une saturation de l'offre des festivals, de choses qui se superposent et qui finalement créent une coexistence difficile? I can think about it from a couple perspectives, right? I can think about it from the perspective of someone who actually curates a small festival in Ottawa. In that sense, I think I understood the question pretty well. I don't think there's a saturation because the community that we serve, it's an underserved community and it's not represented very well in that local context. So if we keep in mind our mission, right, of providing a platform for Black and racialized artists in Ottawa who are working in genres like hip hop, soul R&B, Afrobeat, Afro house, dance hall. There's really no presenters who are focused on that, who provide professional support and so presenting, but also professional development, right? So I don't think there's a saturation in that sense. Is there a lot of events in the marketplace? Yes. Does that make it difficult at times to stand out? Yes. So the thought process then moves to how do we double down on the real core of the mission and stay hyper-focused on that, and then let the people who we're supporting support the shelling out about what we do. You know, the more we support them, the more they're going to want to tell the story. So that's been the story for 7 years, starting just before the pandemic. We worked through the pandemic, we managed to keep going and actually support other arts organizations, small, tiny little ones as well, in the growth. So I think that's what it is, build community and focus on who you serve, or what is the real mission. Not just about attracting big audiences, but about having impact. Et est-ce qu'il y a au niveau des gros festivals justement aussi la cohabitation qui est finalement un peu difficile en termes de finances publiques, de commandites? On est sur le logique d'attraction et de masse, tout ce qui est petits événements satellites ont un peu de difficulté à survivre en marche, vraiment avec les miettes un peu de... Est-ce que les grosses infrastructures, est-ce que c'est quelque chose que vous Wait, I think it's similar, right? Like the structure of financing a big, huge megalith festival, like in Ottawa we have Blues Fest, right? They're massive. It's one of the biggest music festivals in the country, one of the biggest in North America, right? They bring like the mega stars and like you wouldn't want to try to compete with them at all. You know what I mean? But there's a lot of artists that they would never book, or maybe they book as like opening acts because they have this mandate as well to support the local scene. So how do we feel like we fit into an ecosystem where we have to exist alongside, not compete with, right? So I think it's changing the thought process and the narrative as well, because okay, now actually like the executive director of Blues Fest has offered to mentor me because he sees us surviving in a difficult time, and I was like, dude, like, what are we doing? You know what I mean? Like, and because oftentimes, like, even though they're big and they're corporate, they started doing it out of love as well, right? Like, so you have to tap into that. You know what I mean? So, I mean, there's cases where a lot of, I've seen it, like
small presentations, small events will pivot your date location to work around the big ones, you know, so that you can maybe be in a space where you're not competing directly for people to come either there or go here. And that also becomes like having a conversation, even like, don't be afraid, knock on the door, send an email, make a phone call, talk to the people, even in the big ones, and be like, you know, when is your festival happening? Can we work around it? Maybe about that, I think through social media and the way you communicate changed a lot. I think because people from the community started talking about festivals, like smaller festivals, and with some kind of marketing throughout the community, it is kind of, it can compete. That's why it's worth it. It can compete with the big ones. Because who wants to pay, I don't know, I drink everything is, that's a, who wants to pay $200 to go to something maybe generated instead of something community driven where all the cool cats are involved. So I think that's another point too. So we have a little bit the chance. I mean, I feel that it happened throughout COVID. I mean, it needs funding, but at the end of the day, I'm happy to see that it's working. Si je peux me permettre de faire rebondir, nous, quand on a eu la chance d'organiser le Festival d'expression de la rue, c'est un festival qui a duré presque 18 ans, qui a débuté dans la fin des années 90 au centre-ville ici, qui était vraiment par et pour les personnes marginalisées du centre-ville. Mais marginalisées au sens de Cactus Montréal. Fait que les jeunes de la rue, les personnes qui consomment, les personnes vraiment qui vivent en marge de la société dans un but de stigmatisation et de représenter. Un peu comme tu parlais là, avec c'était les jeunes eux-mêmes qui faisaient les chandails, les affiches, puis on avait quand même ce désir-là aussi de ne pas avoir de trop grande tête d'affiche. On voulait vraiment que ce soit des gens du milieu, des gens qui représentent leur culture. Mais c'était vraiment intéressant, mais malheureusement, ça a commencé un petit festival, ça a grandi. Après, les sous ont arrêté, on a perdu le financement, on a dû arrêter le festival. Mais même si ça fait déjà, mon Dieu, presque 10 ans, peut-être un petit peu moins que le festival n'a pas eu lieu, encore régulièrement, j'ai des gens dans la rue qui me demandent ça va être quand cette année l'édition, j'ai hâte, où ça a été tellement important pour moi d'avoir pu participer, d'avoir eu accès à cette scène-là, que je n'aurais pas eu cette représentation autrement. Je pense qu'il ne faut pas, même si c'était un plus petit festival, peut-être, je dirais 300 à 500 personnes au total sur les 3-4 jours, l'impact que ça a laissé peut-être pour les personnes qui ne se sentent jamais représentées autrement. Je pense que c'est pas à négliger non plus cet aspect-là. Quand vous parlez de festival, de compétition entre les dates, je trouve qu'un bel exemple qui a eu lieu comme tout récemment, c'est le River Melvary qui était dans Côte-des-Neiges, qui était en même temps que Oshiaga. C'est huge, Oshiaga, mais on pourrait se dire, en tout cas, les organisateurs pourraient se dire que c'est peut-être pas un bon moment, mais au contraire, d'avoir des événements que, il y avait d'autres chicks qui performaient en même temps que, je pense que c'est en même temps que Wakafoka. Puis, je sais pas si, en tout cas, ceux qui connaissent, mais eux, c'est gratuit, tandis que l'autre billet, c'est peut-être 200$ par jour. Fait que, même si ça, techniquement, ça pourrait rejoindre le même monde, mais ça ne rejoint pas le même monde, puis ça fait aussi que, ça nous rappelle aussi comme, en tout cas, il y a différents vibes, puis il y a certaines organisations qui, comme c'est petit ou comme ça avait commencé, dépendamment de leurs intentions, ça reste plus proche de la culture, puis d'autres qui sont vraiment, comme, tu vas pour la perfo, après chez Javari, tu pourras élaborer plus que ça, mais c'est pas la même présentation, c'est pas la même approche. Je trouve que c'est pas mauvais qu'il y ait des festivals, des événements qui ont lieu en même temps, puis qu'ils n'attendent pas que le calendrier de l'été de Montréal soit libre pour faire quelque chose, parce que quelque chose à chaque jour. 5 choses à chaque jour. Last year I came down for Halloween. Like I drove from Ottawa just to attend it. You know, I bumped into old friends. It was a wonderful time, right? So that's a good point. I didn't come to Oshiaga. I came back. So yeah. Il y a des milliers de personnes qui vont. Si je peux rajouter quelque chose, mais c'est ça, comme à Montréal, c'est sûr que si on passe à une ça fait 30 ans que ça existe, ça fait longtemps, c'est communautaire, c'est vraiment, ça touche pas un public ciblé, mais c'est
quand même, c'est plus un peu underground, c'est pas tout le monde qui connaît le festival. Maintenant, il y a plusieurs festivals dans les 10-15 années qui ont été commencés à Montréal. Puis, je trouve que c'est pas nécessairement complémentaire, mais ça touche différents publics, puis les artistes se promènent aussi d'un festival à l'autre. Fait que ça peut être intéressant d'une certaine façon. Mais je pense que c'est différentes expériences, puis c'est différentes façons de rendre ça accessible au public. Puis, tu sais, quelque chose qui va peut-être attirer une personne, qui n'attirera pas l'autre personne. Fait que je pense qu'il y a quand même une place pour plusieurs sortes de festivals, puis plusieurs sortes de créations là, qui peuvent être faites en même temps. Les évolutions, est-ce que le public est toujours, si c'était plus post-Covid, plus présent dans les événements ou il y a comme une baisse de la population? Pour Planète Ruelle, c'est quand même quelque chose qui se passe dans les ruelles des habitants, donc ça reste, on a toujours la même audience, puis en plus maintenant la Coupe d'animation organise des petits peu au long de l'année, donc je pense que ça peut augmenter un petit peu la visibilité. Mais sinon, moi-même, en tant que personne, donc, je fais quand même beaucoup de concerts, de festivals, les gens ont envie de sortir, on l'a bien vu avec la pandémie, que les gens après se sont rushés sur les festivals, un petit peu sur les voyages, mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, les budgets sont pas les mêmes. Moi je vois quand même moins de monde, je pense, un petit peu au festival. Je pense que là on parle plus gros, mais si on regarde l'an passé, j'avais eu au show musicaux du Neural, je pense que ça a été un succès aussi, puis pas forcément l'institution sur ça a été aussi une question de budget, etc. La lampe de feu. Moi, j'allais dire, en fait, au niveau de la représentation, c'est sûr que je peux pas vraiment témoigner de ça. Je travaille pas dans l'art, je travaille pas dans les festivals, mais au niveau des adolescents qui fréquentent cet événement-là en particulier, ben, je dois avouer que c'est ce que je disais, excuse-moi, Mélanie au début, ça m'a vraiment étonné en fait qu'un Under Pressure soit autant méconnu des adolescents. En fait, ça ressemblait à un festival qui existait depuis des années, 30 ans, qui est en plein milieu du centre-ville sur Sainte-Catherine. Je suis toujours étonnée qu'ils ne connaissent pas. Je pense que là, on parle d'intersectionnalité, on parle de représentation des personnes vulnérabilisées, marginalisées, puis vous devinerez que ma clientèle est majoritairement issue de ces groupes-là. Donc, d'entendre parler justement un souci de représenter non seulement les artistes, mais d'aller toucher des publics en particulier aussi. Tu nommes la distinction entre aller plaire à certaines parties de la population versus d'autres, mais c'est pertinent comme question. Puis c'est justement là où l'expérience est vraiment fun. Puis en fait, au-delà d'être vraiment fun, une représentation plus volumineuse des adolescents à l'intérieur de ce genre de festival-là qui sont issus justement d'une partie plus vulnérabilisée, ben, ça les fait connaître, ça les fait rencontrer des gens qui ont les mêmes soucis qu'eux. Des fois, ils ne devinent même pas que certains adultes peuvent comprendre leurs problématiques, qui sont systémiques en fait, et qu'eux-mêmes n'ont pas encore la possibilité de mettre des mots, mettre des émotions. Fait que c'est vraiment pertinent, là, je trouve, de pouvoir discuter de ça et de peut-être donner la possibilité à des jeunes artistes de la relève de participer de Pressure et de peut-être se découvrir une passion et un réseau. Donc c'est vraiment, je trouve, riche là, comme échange. Puis je pense qu'on a vraiment intérêt à abonder dans le sens d'une collaboration et d'aller toucher vraiment différents acteurs. C'est ça, un réseau social artistique. Ouais. Je sais pas, juste pour revenir là-dessus, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qu'on sait qui essaient de se soutenir les uns les autres, justement, qui se portent les uns les autres, et je pense que justement, comme le font les artistes, comme je dis, je pense que on pourrait tous les gagner à ça. C'est-à-dire qu'on ne se bat les uns contre les autres, là, se pousser les uns les autres, on se passe pas au même moment, puis on a un public ou autre. Je pense que oui, là, ça gagnerait, Microcosme gagnerait si on veut encore plus. On va revenir un peu après sur la partie collaboration et projection prospective. On va repasser rapidement parce que sur l'économie, on a déjà dit pas mal de choses, donc peut-être j'aimerais juste qu'on développe. Est-ce que Patrick, tu aurais une overview du modèle, on va dire, classique, du modèle économique classique d'un festival aujourd'hui, sur quoi il se... Classic model for a festival
seen from the outside and also from the inside of an arts funder is that those who are able to weather the storm, this is going to sound so cliche, but they're able to, right? You can be scalable. So, because we've heard about, the funding not being reliable, you don't know. Maybe this day of your festival, when you're, like, it's crazy. Like, you don't know year to year, event to event, what type of budget you're actually going to have as far as your public funding, right? And then it's becoming also difficult to even predict attendance and sales, right? So scalability is very important. So that's like, that plays into how you're working with the money you have, right? So the next part is like going after funding from the widest variety of sources possible. Quebec actually is the best province in Canada for public funding for the arts. On paper, the provincial funding is the most robust of any province in all of Canada. And when it comes to even the share of the pie from federal funding from Canada Council, Quebec gets the most per capita of any province in Canada. Per capita. So keep that in mind, you're in the best place. I agree, right? And yeah, we've seen the cuts, we're facing cuts. I could get into all of that, but we all understand, right? So going after a variety of public funding, but then also looking at foundations, how can you engage the community in fundraising, and a lot of us are serving like marginalized communities, so that might not really be a huge option, but we might be able to engage our community to, again, amplify the messages, right? They might not have deep pockets, but a lot of our communities are super creative, right? So amplify them, So those models can help, and then, I've seen it, again, on paper when I'm looking at applications, when I'm speaking with people, but also what you've had to do in the organizations I've worked with, like scalability. 1 year you might have a headliner who's got a bigger name for your main stage of the music festival, and the next year you might just be like, we're going to put our best local emerging artists front and center and really shine a light on them. That worked for us. So, is there a way that the Conseil des Arts could have, and I'm just thinking practical, like a lot of companies are willing to give some budget for funding, something in arts, but they need to have a receipt for the income tax in order to deduct it from your taxes. Now, a lot of artists are not well managed with that. Could it be possible that artists, when they apply for something, they get a number where, any company could fund them and, give like points? I'm just going on a practical way, it could help so many artists. I can answer that question. So the Canada Council for the Arts will never be able to do that because it's publicly funded. But there are other structures in place. They can be tricky. I've never been able to do it myself working with small arts organizations, but there are like the community, what do they call them? Community foundations, where they are set up as foundations. So say for example, you as an independent artist had a corporation who was willing to give you a $10,000 donation, but they needed it to go to a registered charity and to get a charitable receipt. They could be an intermediary. So the community foundation can accept that funding. It might take 10%, but then the rest is going to go to you. They're going to take that as an admin fee, right? And then the project is going to basically be co-administered by you and the community foundation. Those things do exist. They're not necessarily easily navigated, but they're out there. That could be a major solution for many artists and many people that would like to encourage artists. J'ai une question. Je veux savoir votre avis sur, par exemple, un festival qui commence petit et qui commence à grossir, par exemple, soit plus de subventions par diverses compagnies ou organisations, comme on dit, du Conseil des Arts. C'est quoi le lien entre avoir des subventions et rester fidèle à sa mission initiale? Comment faire pour pas diverger puis de devenir comme sell-out ou corporate? Parce que beaucoup de festivals ont des bonnes intentions au début, après ça, les become funded, genre avec
organisations, les doivent aussi, enfin, je parle en français, mais stand their ground, si c'est quelque chose dans la négociation, par exemple, nous, si on accepte des sponsorships, on n'acceptera jamais, on ne demande pas de sketch aux artistes, ils ont une totale liberté créatrice, et c'est un peu sur le cap. Je pense que c'est aussi grossir, mais grossir tout en gardant ses valeurs, sa mission. Moi, si je pourrais rajouter une chose qui a été dit avant, c'est l'ancrage communautaire. Vraiment, tu es moins dépendant de tes financements parce que tu peux ajuster ton événement parce que tu as des ressources accessibles humaines. Je pense que tu es moins dépendant de tes financements. De moins dépenses sur les subventions. D'avoir au moins une marge de manœuvre qui permet de t'ajuster, justement, comme disait Patrick, la notion d'ajustement en fonction de tes revenus est important. On voit avec le festival Under Pressure, c'est sa viabilité sur la durée. Je voulais, justement, c'est un peu relié là sur la question sur l'économie. Justement, comment. Alors là, je voyais une affiche qui m'a un peu marqué en arrivant au Canada, c'est National Bank Open by Rogers. C'est comme juste que des marques, sans parler de tennis à aucun moment. Est-ce que justement vous avez, justement, est-ce qu'on n'arrive pas un peu à un essoufflement de ce modèle de financement où finalement l'événement culturel devient juste un support de communication pour les grandes marques et du coup. C'est ça que j'avais remarqué, exemple, dans souvent des headlines de festivals comme sont subventionnés par certains brands. Et puis ça aide à avoir plus de budget et ça aide à ce que le festival reste vivant et comme continuer d'aller. Mais c'est comme, est-ce qu'il y a des sujets, exemple politique ou quoi que ce soit que tu ne peux pas aborder parce que tu as été subventionné par telle compagnie? C'est vraiment quelque chose que j'avais remarqué, je trouve ça veut savoir votre opinion par rapport à ça. Comme tu as fait un bon point sur Rogers, exemple de tennis, comme on voit souvent que souvent c'est comme des opportunités pour des compagnies de genre se mettre de l'avant à travers autre chose. En tout cas, ça peut questionner le sens de l'événement culturel. Là, je ne sais pas si on ensemble de la phrase National Bank by Rogers, une banque nationale ouverte par Roger. Donc, si tu traduis vraiment, ça n'a aucun sens en termes de tennis, en termes de. Même en termes de qu'est-ce que tu vas développer comme contenu. Et je pense que là-dessus, c'est justement une réflexion à avoir. En l'occurrence, l'Open de tennis, c'est remis là. Bon, c'est juste que je suis allé pour voir un match autour, il y a beaucoup de stands de sponsoring. Et je pense que là, on est dans l'exemple de quelque chose qui est justement un peu extérieur. Mais on parlait tantôt d'un Lopinov ou de votre partie là, qui avait aussi la Côte Vertu. Puis on disait gratuit. Puis je pense qu'ils sont très en accord avec leurs valeurs. Après, ça tient vraiment aussi de ce que les gens acceptent. L'an passé, on a eu une illustratrice pour le Centre de au Québec qui a fait Israël, qui avait quelque chose pour les enfants de la Palestine. Ça restait politique. On n'a pas accepté forcément de discussion avec les gens qui ne sont pas contents d'autres. Ça fait partie de l'art, il y a des investisseurs. Encore une fois, ça dépend des gens, je pense, qui organisent et comment ils veulent continuer à se développer. Je pense qu'il y en a pas mal, ça peut être des artistes musicaux ou autres qui vont rester indépendants, pas vouloir aller avec une major par exemple et avoir des contraintes de ce côté-là. Voir jusqu'à où on peut être gros sans subir cette influence, ça c'est autre chose, mais je pense qu'il faut arriver à marquer dès le début jusqu'où on veut aller, qu'est-ce qu'on est prêt à faire comme concession ou autre. On n'a pas de problème à faire un peu de bière qui vend de la bière, à faire de la publicité avec elle, ça allait faire game. On disait le message essentiel du festival qui est la liberté artistique, ça on pourrait toucher. Toujours garder ce qu'on veut faire, rester droit.
acteur hyper important de la demande de subvention. C'est un peu, et dans le cadre justement de financement privé, et aussi je pense des règles tacites de ce que tu peux dire, pas dire, ou dans le cadre de programmes publics comme le programme de Montréal, le FAM, il y a forcément un certain nombre de critères qui sont pour le PAM, par exemple, ils ont un volet qui est vraiment axé sur la communauté, mais c'est pas tant axé sur l'œuvre, c'est vraiment tout le processus avec les gens. Fait, automatiquement, tu fais un processus de médiation pour créer ton œuvre. C'est pas directement l'œuvre de l'artiste. Fait que c'est pas la même chose, même si c'est intéressant, mais c'est pas la même chose. Ouais, il n'y a pas une liberté d'expression complète, parce qu'il y a certaines restrictions qui doivent être. C'est là que tu trouves plus de liberté dans un festival, par exemple, comme Canada Noël. On pose moins de questions. Plus de spontanéité aussi. Sinon, pour le PAM, ils ont un autre volet qui est aussi pour des œuvres. Les pratiques des super huge qu'on voit, souvent ils sont faits dans ça. Je sais pas c'est quoi le processus de chaque artiste qui l'a fait, mais ça c'est quand même une œuvre de l'artiste. Après, c'est rare sur le nombre de projets de l'artiste. Ben, c'est sûr, il faut toujours prendre en considération, ça dépend comment le contexte de création, mais il faut prendre en considération l'espace parce que si c'est financé par le fonds public, ça peut pas être avec des messages politiques directs, très précis, qui peuvent choquer certaines personnes. Puis ça fait du sens parce que c'est le fonds public. Fait que n'importe qui peut se dire genre j'aime pas l'œuvre, puis là ça crée un débat, mais de base il y a quand même des éléments qui comme tu peux pas ça dans ton œuvre. Après les artistes on voit quand même créer des œuvres qui sont propres à leur démarche. Il faudrait demander à chaque personne est-ce que tu te sens libre dans ta création. J'avais une dernière question peut-être sur l'économie. It's a really interesting conversation. My sort of experience across different worlds, where public arts funders are now, many of them are actually less restrictive than corporate funders. So corporate funders will actually have more restrictions as to what the arts presenter can say and do, because the job of the public funder is to follow the law. Right? We also have the Charter of Rights and Freedoms and all of those things that say you can't limit free speech. Right? Whereas the corporate funders can be like, well, if you want this money, you're going to have to do it this way and not do that. So they can say, you can't talk about Palestine, and you can't talk about indigenous reconciliation if you want this money. They have the right to say that because it's their money. Canada Council's money is the public's money. We just have to be like, you can't be expressing hate, you can't be causing violence, you know what I mean? Like you have to respect human rights and those types of things. The rest, sometimes you'll have presenters who are receiving public funding think they have to do those things to protect their public funding. And that's not really the case in most of the cases. It's sort of an irrational fear that's based in a misunderstanding of how public funders operate. Dans le fond, ça, ce filtre-là que les gens ils mettent, il est quand même rouge là, parce que j'ai déjà fait un projet, comment dire, écrit pas Black Lives Matter. Un autre, où est-ce que ça avec des jeunes, ils ont fait un drapeau Palestine, puis il fallait qu'ils l'enlèvent. Ça fait quelques années. Maintenant, la position du Canada par rapport à ça, elle est plus assumée parce que c'est comme pas plus. Mais sinon, genre à ce moment-là, c'était comme il faut l'enlever parce que on sait pas exactement, mais tu sais, ils demandaient de l'enlever. Fait que ça, c'est. Je sais pas si c'est comme à la source, à la. Il y a probablement une dimension légale et une zone grise qui joue dans la réalisation du processus. On va dire, il faut enlever ça, mais qui se base peut-être pas sur une législation réelle et qui s'appuie un peu quand ouais, c'est comme pas créer de polémique. personne extrêmement. Mais c'est peut-être pas légal au final.
normes de sécurité, par exemple, ont un impact sur les finances du festival? Si oui, justement, c'est pas trop lourd. Can you repeat that one in English? I want to be sure. It's just in there, like the norms of security that get more and more demanding on the festival. Non-profit organization not having an impact on how they can develop themselves. Like you're asking more about like, now you have to put concrete blocks in the streets and like you have to do it this way. You have to pay for cabinet, to study for street closure. Like it's every year is a new rules that has a cost and that the festival have to assume. And without, so it's less proclamation, less everything else. Yeah, I mean, it's, on the side of being a small event organizer still, try getting insurance. Try finding a carrier to insure you for a hip hop concert. Go for it. That in itself, never mind how much, just if they'll do it or not. You're not even talking about how much, right? So, yeah, it's changed a lot. We had Astro World, and then everybody got afraid. They were already afraid because it's black, and then they got more afraid because of litigation, right? So, and then. Avec le festival par rapport à déployer qui vont faire ça. Donc les difficultés, les challenges qu'on a, ça va être les comités d'organisation et puis les bénévoles, concrètement, parce que les artistes, tout le monde veut s'exprimer, c'est pas vraiment à avoir. Donc Canette de Ruelle, on est quand même relativement stable au niveau du comité, mais en fait on est plein de personnes qui prenons différentes casquettes pour les annoncer. Je fais des commandites, je m'occupe d'un promotion, je m'occupe aussi d'un partenariat, et de temps en temps je m'occupe d'autre chose, et je suis pas seul, tout le monde est un petit peu comme ça, avec petite casquette, donc on a la chance d'avoir un effectif qui reste stable au niveau de l'organisation, puis on grossit un petit peu. Certains peuvent prendre plusieurs chapeaux, mais c'est un challenge. L'autre gadget, dans une petite équipe, ils sont encore plus demandants justement lorsque ça arrive, ils ont encore plus à faire. Et quand on se rend compte qu'au fur et à mesure qu'on commence à mettre des commandes dedans, ils grossit de plus en plus et de plus en plus de challenges. Et les bénévoles, comme je disais, on se base aussi sur l'aide des communautés, on ne peut rien faire sans eux dans les festivals. Et c'est quelque chose qui chaque année a un challenge parce que c'est plus dur de leur demander de se remettre aussi également. Il reste un peu bénévolable, mais on en a besoin. Donc c'est quand même un gros challenge. Et sinon, au niveau organisation, moi de ce que je retrouve dans les deux festivals qui je pense marchent bien, c'est aussi marcher par comité. C'est-à-dire on se donne pas mal de petits meetings par comité, que ce soit pour les commandiers, que ce soit pour les sélections d'artistes, soit pour récupérer les murs par exemple. Et ensuite, on a ces comités satellites, on va dire un petit peu, et juste une sorte de gouvernance globale un petit peu pour. Est-ce que vous constatez un épuisement un peu de certains ceux qui portent les festivals, quelque chose dont il faut toujours faire plus avec moins? C'est une notion de est-ce que ça ne provoque pas une usure? Je pense que oui, je pense maintenant à Freshman, qui est un super beau projet qu'on avait quand même pendant plusieurs années relié avec Anne Despocheux, qui était une petite galerie très différente des galeries typiques, des musées, qui était vraiment un super projet, là, parce qu'il y avait tout à fait une énorme liberté d'expression. Tu peux avoir une pièce au complet, là, puis tu faisais exactement ce que tu voulais. Mais c'est ça, c'est un projet qui était des bénévoles, et puis ça demandait beaucoup, puis c'était dur aussi d'avoir des gens sur qui tu pouvais compter pour un long temps. Des fois c'est pour quelques mois, mais c'est sûr qu'il y a toujours un besoin de recruter, de continuer, puis veux pas, mais c'est ça, d'autres aspects de nos vies à côté. Fait que c'est sûr que ça peut être très essoufflant, parce que des fois c'est vraiment, c'est pas quelque chose, ça dépend des projets, mettons un festival, c'est sûr que là ça va être plus comme pendant un certain nombre de mois, parce que ça va être, tu vas travailler à fond, mais dans un autre cadre où c'est quelque chose comme une galerie, c'est sûr que là c'est comme à long terme, ça continue sans arrêt, fait que ça peut être difficile. Et ouais, c'est beaucoup d'organisation, beaucoup de logistique derrière, puis il y a tellement de différents aspects, il y a comme justement le financement, écrire des subventions, des demandes de subventions. Après ça, la logistique de comme tout ce qui est nécessaire pour produire l'événement en tant que tel. Puis
il y a juste tellement de différents critères que ça fait vraiment beaucoup pour, effectivement pour une personne ou pour plusieurs personnes, mais ça peut être utile, puis pas tout le monde a l'expérience dans tous ces domaines-là non plus. Écrire des subventions, il faut quand même les écrire, trouver. Il faut savoir le jargon, il faut savoir comment écrire ça, sinon c'est une profession en elle-même. Donc, faut tellement être versatile, puis savoir tellement de choses, puis être capable de s'allier avec plein de choses que ça, à la longue, ça peut être assez suffisant, tout à fait, sans autant de sport que j'aurais besoin. Ouais, j'ai une petite question sur les artistes. Est-ce que dans la gouvernance justement ou l'organisation des festivals, tu les vois comme avoir un rôle finalement partie prenante ou complètement extérieur? Est-ce que justement il y a... Je pense pas. Est-ce que les artistes ont un rôle dans l'organisation des festivals ou dans leur gouvernance? Sinon, est-ce que c'est pas un manque? Mais je vois quand même pas mal d'artistes qui vont vers la direction, qui développent des organismes artistiques pour créer des mouvements, puis qui délaissent aussi leur art. Fait que, il y a des festivals ou des mouvements auxquels je participais où est-ce que c'est des artistes. Sinon, comme personnellement aussi, je me suis impliquée dans l'organisation d'un projet. C'est pas un festival, mais ça peut s'en rapprocher, je pense. Il y en a comme, par exemple, ceux qui sont là. Des fois, il pourrait en avoir plus comme pour de la consultation, je pense, pour certains aspects, pour l'expérience des artistes sur place dans les milieux. Comme ça fait que, on skippe les essais-erreurs, puis on peut aller comme d'un côté plus pratique. Le côté consultation. Ouais, je pense que c'est super important parce que on va être dans sa tour d'ivoire et prendre des décisions pour quelque chose qui va concerner en premier lieu les artistes, justement, sans. Je disais bien en faisant, ça peut éviter des erreurs sur le temps aux gens. Je pense quand même que c'est le cas. Peut-être qu'on a un nombre d'organisations, le festival Jet est créé par les artistes à la base. Pressure, il y a beaucoup d'artistes qui sont impliqués aussi, Canada Épinaire, il y a beaucoup d'artistes, je pense, qui s'impliquent dans ces choses. Je pense que c'est une bonne chose. Après, l'artiste moi-même, est-ce que c'est aux bons endroits? Est-ce qu'on consulte pas assez sur les choses? Je pense que les festivals le font. Après, c'est surtout les artistes qui pourront plus dire si on fait assez ou non. Mais je pense que c'est essentiel. L'artiste soit derrière partie sur la communauté. Peut-être que je vais demander à Laurence si justement un organisme comme Trajet, qui est la réputation alternative pour les jeunes, se sent suffisamment impliqué ou intégré à justement des démarches culturelles avec Under Pressure. Est-ce qu'il y a d'autres? C'est une bonne question. Comme je disais tantôt, les opportunités de partenariat comme ça pour les jeunes sont vraiment riches. Non, honnêtement, je dirais qu'on n'est pas assez. En fait, je pense que c'est pour ça que je suis un peu ce soir. Pour vrai, c'est pour faire que Trajet ait une certaine visibilité dans ce genre d'événement-là. Pour montrer, on parle de financement. En effet, quand on demande du financement, c'est souvent axé sur la partie de l'aide, en fait, la partie partenariat des collaborations. Fait que justement, dans cette optique-là, c'est super pertinent pour les gens qui cherchent des sous, mais c'est pertinent pour nous aussi, c'est ça, comme je le disais, de faire aller les adolescents dans ce type d'événement-là. Donc, on est vraiment toujours chef de plus parce que je le répète. On parle de financement, je ne m'y connais pas beaucoup, mais je sais que le sport, l'art et la culture est très à la mode quand on parle de cet argent-là. Puis c'est non seulement, ça va être des éléments importants pour l'argent, parce que c'est des éléments importants pour le well-being, pour le fait d'être bien, de se réparer, de se réhabiliter, de se réinsérer. C'est vraiment des dimensions qui sont importantes pour accompagner les jeunes dans l'accomplissement non seulement
qu'on peut ordinaire. C'est comme ça. Je pense qu'en fait, nous, on travaille avec des gens qui font des travaux pour savoir aussi l'ingénierie en festival. Puis en fait, à quel niveau faire, c'est vraiment important. Puis pour n'importe qui connaît en fait des gens qui ont travaillé dans les milieux sociaux, beaucoup de gens sont touchés justement par des choses type art ou sport qui ne vont pas toucher autrement. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être beaucoup de culture de collaboration possible, mais en fait ça pourrait être difficile. En effet, c'est vraiment du donnant-donnant. On le voit comme ça, tu sais, puis on le voit comme, je me répète beaucoup, mais une opportunité vraiment pour l'adolescent de découvrir le monde, mais aussi d'approfondir les passions, des intérêts qu'il va nommer, mais qu'il n'y aura pas nécessairement les environnements, les lieux, les matériels pour le faire. Donc juste d'y baigner. Tu sais, souvent on va dire aux jeunes, justement à l'université, tu n'auras pas une canette dans les mains, tu vas faire des dessins. Évidemment, ce serait idéal pour eux. Mais ils vont quand même baigner dans l'environnement, ils vont rencontrer des artistes peut-être qui suivent depuis longtemps sur les réseaux. Ils vont, tu sais, ça va leur faire chaud au cœur, ça va les valoriser. Tu sais, l'artiste va leur parler, va leur dire que c'est normal. Donc c'est vraiment une multitude de petits comme ça liens, tu sais, donc environnement qui permet vraiment une expérience Oui, si je me permets de rebondir, de parler beaucoup de l'expérience micro des personnes, mais tu sais, dans le macro, au niveau de pouvoir utiliser l'art comme outil de changement social, tu sais, on parlait tantôt de valeurs communautaires, de valeurs de festival, peut-être plus underground, tu sais, qui se rejoignent beaucoup. Fait que je pense qu'il y a vraiment des belles collaborations à faire à ce niveau-là, au niveau de pouvoir porter les messages sociaux qui nous animent, puis de revendiquer des choses, ou de mettre de l'avant peut-être les positions qu'on peut avoir, par exemple, en commun avec certains festivals, les organisations culturelles, les artistes, les personnes concernées aussi. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose d'important en fait, de valorisant aussi à ce niveau-là. Il y a un besoin en tout cas des organismes sociaux de lien et de collaboration. Je réitère l'aspect de l'intersectionnalité qui est vraiment fondamental, je pense, à ce genre d'événement-là, mais aussi à la discussion. C'est exactement ça, c'est de donner l'opportunité à des jeunes qui viennent, encore une fois, de milieux plus défavorisés, milieux marginalisés, d'avoir des expériences où ils rencontrent des gens qui leur ressemblent, des gens qui ont des problématiques comme les heures, mais qu'est-ce que c'est? Des gens qui peuvent vraiment s'identifier. En plus, la différence entre Oshaga versus un autre festival de musique beaucoup plus petit, ben, c'est là où on va toucher aussi nos adolescents. On ne s'en va pas non plus à Oshaga avec de la grosse sécurité. On va permettre un milieu où c'est plus intime même, puis c'est plus axé justement sur des valeurs que tu partages. Tantôt, tu posais la question par rapport aux artistes, l'implication des artistes pour les festivals, mais je pense que ça se fait pertinent aussi pour les organismes parce que tu sais, c'est comme deux milieux un peu séparés mais qui se rejoignent à travers des projets souvent comme des projets de médiation culturelle puis des subventions font en sorte que ça c'est une motivation pour des organisations de créer, qui sont pas artistiques, de créer des projets artistiques avec des artistes. Mais je trouve que des fois comme tu sais, ça serait mieux qu'il y ait aussi plus d'échanges avec les artistes directement. Il y a des projets que j'ai fait où est-ce que, tu sais, il y a, et le projet est écrit et tout ça, puis c'est comme très précis. Puis des fois, je me dis, si j'aurais fait comme tellement différemment, rejoindre les jeunes aussi, puis avoir des échanges, mais peut-être pas la manière que certains projets sont remplis. C'est toi d'être assis à la même table parce que souvent c'est comme des tables qui sont pas. C'est juste pas la même. Je suis contente de t'entendre dire parce que c'était une de mes notes de construire les projets ensemble dès leur conception. Parce que je suis contente d'entendre que c'est pas que c'est envie de faire ça. Ça fait écho, tu parlais d'un peu de venu, mais récemment j'ai suivi un jeune là, dans sa mesure et je lui ai proposé une mesure super particulière parce que justement c'était comme un jeune du Vieux-Montréal, super. Super animé, super artistique, puis j'ai dit, regarde, pourquoi on ne ferait pas de ton 80 heures une expérience vraiment intéressante pour toi, pourquoi tu ne ferais pas un projet pour toi? Puis une chance que j'avais quelqu'un de super rigoureux et d'attitude devant moi parce qu'il a sauté sur l'occasion, puis justement, la façon dont on a présenté le projet, ben, c'était dans le cadre d'un mini-festival sur l'art, l'espoir et la culture, organisé par un ONL, un organisme à but non lucratif.
pourrait être intéressante pour donner l'opportunité, je les répète, aux jeunes de faire des choses qu'ils aiment, mais des événements, de bénéficier justement du travail des jeunes artistiques, travail bénévole aussi. J'avais une petite question pour toi. Tu sais, mettons que bon, je serais intéressée à monter un projet artistique avec des jeunes, je veux consulter des artistes pour être sûr que ça fasse du sens. Tu sais, ça serait quoi la meilleure façon? Parce qu'on ne veut pas non plus juste faire du tokenisme et dire j'ai posé la question, c'est beau, j'ai le hockey des artistes. Ou tu sais, moi peut-être dans mon bureau, j'ai en ce moment un financement qui me permet de remplir une demande de subvention, d'avoir du temps là-dessus, mais je voudrais pas non plus comme avoir l'impression que les artistes, je les consulte sans nécessairement déjà avoir l'argent pour les rémunérer pour leur temps. Fait que je sais pas si tu avais des idées pour moi ou c'est pas obligé d'être maintenant, on pourrait continuer la discussion plus tard aussi. Là. Mais Je pense que, tu sais, de base, des fois, quand on souhaite de savoir, tu sais, ça s'adresse à qui, c'est quoi l'objectif de l'organisme. Puis l'artiste, tu sais, si l'artiste aurait pu être un de vos jeunes dans le temps, qu'est-ce qu'il aurait voulu, comment tu aurais voulu que ça se passe. Puis vos jeunes aussi, voir comme, tu sais, quelle formule qui les garde, parce que, tu sais, l'attention et la participation, c'est toujours comme un peu difficile, là. Mais essayer de trouver quelque chose qui est comme entre les deux. Fait que, tu sais, il y a des fois où est-ce que, si je comprends, comme ça peut être un peu tourné en tout cas, c'est là sous la poule avant. ouais. Je pense d'avoir aussi de la place à changer le projet en cours de route. Parce que, tu sais, il y a des activités où j'ai faites, c'est un projet de création, atelier de création. Puis après, tu te rends compte que, comme, ok, mais il y en a plein qui sont là, mais ils n'ont pas l'intérêt pour la création elle-même. Tu sais, des fois, leur intérêt, c'est d'être approprié. Mais dans le fond, la tête, ils seraient intéressés à d'autres aspects d'être artistes qui les rejoignent aussi. Comme à un moment donné, tu sais, je devais faire un atelier de création, puis finalement, on a juste parlé d'entrepreneuriat artistique et d'argent. C'était super intéressant parce qu'ils sont plus dans la musique. Il y en a qui ont des brands, mais ils ne sont pas tant dans la création, mais c'est le même processus pour d'autonomie, puis d'être créatif. Fait que, tu sais, le côté, on va s'asseoir, on va tous faire un dessin. Même si je suis artiste, peintre, c'était pas ça qui était le plus pertinent. Mais tous les fois, c'est de voir comme c'est quoi que les gens peuvent apporter personnellement en tant qu'artiste. Juste après, ce on va passer sur un peu justement une prospection sur comment est-ce qu'on peut construire les bases pour l'avenir. Juste pour terminer un peu sur la communauté, rapidement, pour avoir un peu de temps sur le reste. On n'a pas trop parlé de communication. Il y a quand même aujourd'hui un gros enjeu pour les festivals pour se connecter avec leur communauté de communication. Il y a plus d'outils, de réseaux, d'injonctions à communiquer, et faire sa place dans la communication est, de mon point de vue, assez chronophage et coûteux en temps, en argent. Quels sont les moyens vers lesquels vous mobilisez votre communauté? Quels sont les moyens les plus efficaces? Une chose, nous, qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure qui aime beaucoup, c'est que les artistes demandent justement fassent appel aussi à leur communauté. Donc, par exemple, on va pas, les artistes qu'on sélectionne dans les festivals, on va leur rappeler qu'on a un GoFundMe, et on leur demande sûrement pas à eux de payer, de nous soutenir, mais ils touchent à une énorme communauté, donc des fois, ça peut juste vraiment amener beaucoup, justement. Sinon, il y a des réseaux, je ne suis pas spécialiste des réseaux, donc je ne peux pas dire ça, mais je sais que s'appuyer sur les gens qui participent à l'événement, ça nous a aidé beaucoup, ça, on les considère. Ouais, je suis d'accord avec ça aussi. C'est comme un peu d'une certaine façon du bouche à oreille. Je pense que ultimement, c'est la meilleure communication de quelqu'un qui a eu l'expérience de vivre l'événement ou le festival, etc., qui sait comment c'est, qui l'apprécie, puis là, qui en parle à des amis, à du monde dans leur réseau. Les réseaux sociaux, c'est comme un peu. Ça peut être super utile, mais c'est aussi difficile à naviguer d'une certaine façon, puis ça change tellement tout le temps aussi avec les algorithmes, puis si tu dis ça, si tu dis ce mot-là, là, tu vas avoir beaucoup moins de visibilité. Fait que c'est. Moi, je suis pas une spécialiste du tout des réseaux sociaux non plus, mais c'est ça, je trouve ça difficile à naviguer sur cet aspect-là aussi. C'est encore une fois, tu as besoin de quelqu'un qui connaît vraiment bien ça aussi pour pouvoir le maximiser, l'utiliser à son maximum. Sinon, ben c'est ça, c'est d'essayer de
des blogs, des journaux, des articles de journaux, des trucs comme ça pour aller essayer de toucher un public qui ne connaît pas nécessairement. Parce que, à un moment donné, tu te retrouves toujours un peu avec les mêmes gens qui vont venir, comme ça grandit, mais ça grandit pas en même temps, dans le sens que c'est toujours les mêmes personnes qui vont venir. Alors qu'il y a peut-être plein de monde qui sont intéressés, mais qui ne connaissent pas non plus. C'est difficile de... Parce que du coup, ça passe par justement, dès la conception du projet, dans la programmation, la réflexion sur qui est-ce qu'on touche avec. Je veux juste prendre l'exemple de hier, je pense qu'il y a eu l'article du Devoir sur justement les 30 ans de Fleischer, puis je pense que c'est pas tous les 2 jours que le Devoir fera un article sur Fleischer et graffiti, puis je pense que ça en un sens c'est bien aussi parce que de temps en temps, il faut qu'on aille chercher en priorité les publics cibles, mais c'est bon de montrer aussi qu'on existe à un certain moment, puis qu'on n'existe pas forcément comme... On va dire que tous les gens qui ne sont pas fans de graffiti, je pense pas qu'ils s'imaginent que ça se passe bien, que ça fait 30 ans que ça vit, parce qu'il y a une grosse rigueur derrière, il y a beaucoup de choses qui étaient dans l'article. Je pense que ça peut être bon de s'appuyer aussi sur les médias, aussi sur certains types de médias aussi. Je pense que ça va quelque chose d'avoir un coverage du Devoir tous les jours, mais je pense que ça peut avoir un impact sur beaucoup de choses comme ça aussi. J'ai une question pour tous vous autres. De nos jours, on voit un manque d'alimentation dans toutes les sphères des jeunes avec des problèmes, de la violence et tout ça. Comment on pourrait prendre toutes ces énergies qui sont naturelles dans la jeunesse et l'encadrer, par exemple, avec un programme de cultiver la terre, produire un fruit et de cette manière pouvoir manger, mais le faire d'une manière qui soit plus artistique, pas de faire des lignes, puis planter des patates qu'on voit bien, hein? Mais d'utiliser le fait de cultiver puis de faire une œuvre. Et puis les jeunes, quand ils commencent à voir que les efforts qui sont mis pour planter cette plante, ils donnent des fruits, ils peuvent la manger, puis c'est beau, puis tout le monde reconnaît qui est l'environnement, qui devient meilleur et que ça aide au développement durable parce que cette manière de voir la nature et le monde t'enseigne à survivre. Est-ce qu'on peut intégrer l'art comme ça? Il y en a des architectes de paysages qui font des choses magnifiques. Il y en a ici à Montréal, vous en avez les jardins botaniques qui ont des semences cultivées partout au monde et que ces semences se gardent parce qu'il y a un terrain qui est limité. Mais donner aux jeunes la possibilité de pouvoir survivre avec leurs mains. Je ne suis pas spécialiste des arts, mais je connais quand même bien les organismes communautaires. Il y a un organisme qui s'appelle Sentier Urbain, que c'est leur mission principale. Bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais ils ont plusieurs potagers, jardins dans le quartier et autour dans les quartiers centraux, où avec des jeunes, justement, là, ils font toutes sortes de choses reliées avec le développement de la terre, le jardinage et des projets artistiques. Mais peut-être qu'il y a d'autres collaborations avec des personnes plus artistes autour de la table qui sont intéressantes. Moi, ça va être rapide. C'était juste pour répondre à ce que vous disiez, comment canaliser l'énergie. En fait, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Il y a plein d'organismes qui travaillent déjà avec eux, qui depuis 5, 10, 15, 20 ans savent canaliser cette énergie. Donc, je pense travailler avec, parce que on ne s'invente pas non plus pédagogue ou enseignant. Donc, je pense qu'il faut utiliser les gens qui font ça, justement, même si on ne parle pas de ce que nous on fait. Si je peux vous donner un exemple. Excuse-moi, peut-être un petit exemple concret qui vient juste de me venir en tête, mais avec le programme Sentier Urbain, nous au JAP, on est la jeunesse de Cactus Montréal à côté, on a des personnes dans notre équipe qui sont herboristes de formation, qui vont avec les jeunes, ils vont faire pousser les plantes nécessaires à la production, ils vont les faire sécher, ils vont leur apprendre comment faire par exemple des mélanges de thé pour calmer ou des sprays pour les pieds par exemple. Bref, l'aspect artistique est peut-être moins, mais il y a quand même un aspect créatif derrière ça. Fait que ça, voilà, je pense que ça serait un exemple très concret, mais bon, encore une fois, qui gagne à être connu, qui gagnerait vraiment aussi à prendre de leur part.
Ben, une façon qui rejoint sa question, c'est le dernier projet sur lequel j'étais, je faisais de la coordination puis de la direction artistique. C'était le projet mural qui s'appelle Sous le chapiteau, en dessous de l'autoroute 40, qui est fait par le quartier des Arts d'ici. Cet organisme-là a produit ce projet, mais en même temps cherchait à faire des collaborations dans le quartier, comme par exemple avec la station puis le LCSM, c'est dans le quartier Saint-Michel que eux travaillent avec les jeunes. C'est là-bas que j'ai fait le projet photo. Excusez-moi. Justement. C'était avec Riyad. Ah, bon, justement, l'exemple, c'est avec eux. Excusez-moi. Sur le lieu de création, il y avait un container où est-ce que pendant la création, on mettait notre matériel et tout. À la fin, quand le container était vide, ça a été réutilisé pour qu'eux, ils occupent l'espace. Comme moi, j'avais de la merch, mais il y a aussi des jeunes qui avaient emmené leurs œuvres, les créations. Il y en a qui étaient engagés pour faire la médiation culturelle. Que quand les gens viennent visiter les murales, qui font de l'exposition, que c'est eux qui les reçoivent et qui sont là pour les parler du projet. Puis en même temps, comme sur cet espace devant le conteneur, il y a comme un petit deck, puis ils ont organisé des trucs comme par exemple un bateau de danse, puis d'autres choses comme. Puis finalement, avec le temps, il y a quelquefois que je suis passée, puis je les voyais qui se rassemblaient, puis ils étaient en train de freestyle. Il y en a un qui produit la musique, qui était engagé aussi pour ça, mais il venait, puis il était avec son ordi, puis il faisait des. Puis l'autre qui était assis, qui n'était pas dans ce domaine-là, était là, puis aussi, un peu dans leur rêve à eux. Fait que, je trouve que c'était comme un bon exemple de comment faire, c'est de créer un espace physique, puis aussi d'avoir des moyens comme pour qu'ils puissent être là, soit les engager. Comme par exemple, il y a un jeune qui était notre assistant pour les muralistes, qui n'avait pas une expérience là-dedans, mais il y a eu une petite formation, puis après ça, il nous assistait, puis il apprenait en sport. Puis, je trouve que c'est des façons de les intégrer, genre, en intégrer dans notre processus. Après, c'est pas évident, là, si tu ne travailles pas avec des assistants, là, de prendre des assistants qui n'ont pas l'expérience, mais ça fait vraiment comme une différence. Puis aussi, quand il y en a qui sont eux-mêmes aspirants artistes, ben, d'être assistant, ben là, ça les introduit. Puis, valoriser la personne. Ouais. Puis aussi, juste en étant sur place, ben, il y en a avec qui on a eu des discussions et tout, puis juste le fait d'échanger, comme par exemple Yamine, qui est là, qui était une des artistes du projet, d'échanger avec eux, peu importe les sujets, ben, ça aussi, ça a un impact. Même si c'est pas dans la création, parce qu'ils voient aussi c'est quoi le mindset des artistes, c'est quoi comme genre nos philosophies, puis des fois ça clash. Mais quand même, le fait de pouvoir avoir ces échanges-là, puis de voir qu'il y a certaines mentalités qui ne vont pas avec le fait de faire qu'est-ce qu'ils veulent faire, d'être autonome, d'être créatif et tout. Ben, après, chacun chemine comme il veut, mais bref, c'est d'avoir cet espace-temps physique. Je rajouterais juste une chose aussi par rapport à la jeunesse. Je travaille pour un organisme de jeunesse en France, dans un quartier bénéficiant d'une politique prioritaire. Et il y a quand même, d'une part, un changement de regard sur la jeunesse à avoir, je pense. Et la deuxième chose, dans le sens où on a souvent tendance à mettre des stigmates sur des jeunes. Donc ça, je pense que c'est une vigilance qu'on a tous, je pense que ça ne veut pas dire. Et la deuxième chose, c'est de faire émerger plutôt que de faire adhérer à des projets. Je pense que ça rejoint ce que tu dis, d'avoir un lieu. Quand on arrive avec un projet tout fait, avec des jeunes, c'est hors sol. Donc soit on a de la chance et genre toutes les étoiles sont alignées et puis on tombe sur les jeunes qui tripent sur ce qu'on leur propose, soit on offre une présence et on fait émerger un truc à partir d'eux, ce qui demande une flexibilité de management de projet. Il faut leur faire confiance. Ouais, c'est ça. Puis il faut aussi avoir un regard positif sur ce qu'ils vont faire. Va peut-être nous perturber nous en tant que, parce que c'est pas du tout qu'on dit dans le même monde, pas du tout les mêmes références. Donc ça va nous challenger et bien savoir aussi qu'on peut faire partie du problème aussi en tant qu'adulte et une personne plus âgée est aussi intéressant. Mais je crois que ce qui est vraiment la mission même de l'art et puis ce qui est tellement valorisant chez les artistes, c'est qu'à travers l'art, on est capable de
anéantir toute la barrière. Et puis, je pense que c'est ça qui mène là. Ça me fait un peu une petite transition. Ah, pardon. Je veux dire, parce qu'on parle beaucoup des jeunes, puis on parle d'art, tout ça. Dans l'art, il y a beaucoup d'autres différentes portes, mais on sous-estime un peu, peut-être qu'il faudrait mettre un peu plus de l'avant, le côté positif de la culture hip-hop, qui réunit tous les arts en un, et qui est présentement, c'est ça qui attire les jeunes présentement. Même si malheureusement, il y en a qui font certains éléments de la culture, mais ils ne connaissent pas nécessairement l'histoire, ils font juste ça parce qu'ils suivent, parce que c'est cool, mais c'est pas grave, parce qu'au moins ça les reach. Puis je pense qu'à cause de ça, il faudrait peut-être les organismes tout ça, mais plus de focus et concentration à reach les artistes, pour les prendre comme c'est lui maintenant qui ont la lumière, c'est lui que les enfants, les jeunes vont suivre. Oui, c'est vrai. Pour plus écouter l'artiste ou la personne qu'ils admirent. Comme ma fille, elle travaille dans le grand jour, puis elle a baigné là-dedans un peu, puis elle avait un groupe de 10-12 ans, puis elle n'était pas sûre que ça allait marcher son truc, mais c'est tous des garçons. Finalement, ils ont fait un gros beat de rap, puis les jeunes, les autres, les boss, ils ont été surpris de voir comment ces jeunes-là, tout à coup, normalement, toutes les semaines, ils étaient comme tout déprimés, tout à coup, ils étaient tous dedans, ils étaient motivés, ils sont mis à tout à écrire. C'est que, tu sais, on sous-estime beaucoup ça, c'est là qu'il faut aller chercher, il faut profiter de ça, enseigner, puis éduquer un peu plus, pas juste prendre la culture sans savoir un peu plus de ce que ça vient, puis apprécier plus, comme je pensais, du côté négatif du rap. Je pense que le rap peut être vraiment génial. Non, le rap est génial. Oui, absolument. Il y a différentes personnes de différentes façons. Oui, non, je suis d'accord, mais c'est juste que je pense que si ça peut être dans une manière expressionnelle, c'est juste que des fois, il y a des vocabulaires dans le rap qui peuvent venir friser les oreilles de certaines personnes. Oui, c'est sûr. C'est pour ça, nous, en tant qu'adultes, c'est notre devoir de faire des recherches et trouver ceux qui des artistes qui sont aussi connus, aussi respectés dans le milieu, mais qui ne vont pas nécessairement être vulgaires. Exact. C'est possible parce que, tu sais, des fois, il y a des jeunes qui connaissent juste un type de style de rap, et c'est juste ça le rap. Mais c'est pas tout, il y a plus que ça le rap, il y a plein de gens qui se pensent, qui vont loin dans leur pensée, c'est pas juste on veut tuer quelqu'un qui veut du sexe. Et t'as raison, parce que si on va à la source de qu'est-ce que le rap et le hip-hop stands for, peut-être que ça va justement les inspirer, puis justement de se voir là-dedans, puis d'être comme, ok, c'est pas nécessairement juste du négatif, mais il y a une manière que ce soit empowering, il y a une manière que genre, I can stand up for my rights as well, à travers ça. Puis peut-être justement, avec la génération d'aujourd'hui, puis comme comment le hip-hop est en train de se transformer, ou est-ce que c'est beaucoup plus commercial, des jeunes perdent l'essence de ce message-là qui a commencé le mouvement. So, je trouve que c'est pertinent que ce que tu as amené. Tu sais, mettons les grands frères, qui sont souvent été mis du côté négatif, mais c'est à quelque part comme un festival de pressure qui a mis en valeur la ville de Montréal. Beaucoup de choses qui ont changé. Dans les débuts, il y avait beaucoup d'artistes internationaux qui étaient très connus dans l'underground. Il y avait toute une culture de graffeurs qui avait tout leur style, puis c'était vraiment fou. Je comprends que le monde a une petite haine envers les graffitis, mais beaucoup de ces gens-là, présentement, qui ont poussé la culture du côté illégal, sont maintenant rendus les plus grands muralistes de la ville, puis qui sont fous, là, présentement. Mais tu sais, il n'y a personne, aucun parent qui va dire à son enfant, vas-y, fais du graph le soir, tu vas voir un jour, tu vas être sur le stair, vous êtes encore les gens, c'est pas la vision des gens, les gens font ça illégalement parce qu'il y a une passion, parce qu'il y a un besoin, parce qu'il fallait le faire, il fallait sortir, il fallait le faire. Mais personne ne savait nécessairement qu'éventuellement ça allait peut-être devenir une carrière. Sauf que, mettons, les éléments comme Under Pressure, il y a beaucoup à remercier parce que c'était pur. C'était le rap, c'était les pop, c'était. Là, maintenant, c'est cool qu'il y ait d'autres festivals qui mettent la lumière sur l'art. Mais il ne faut pas oublier la source. Parce que c'est facile de notre commercial, vous voulez être cool, faire des murales. Puis des fois aussi, dans les festivals, on oublie un peu tous les efforts que les artistes font. De se mettre devant un mur, peinturer des arbres, penser au projet dans la chaleur, dans la souffrance. Des fois, côté budget, pour les artistes, des fois, comme les gens qui organisent. Des fois, la paperasse, c'est pas la même chose de faire la paperasse que de penser à toute une créativité, toutes les années d'expérience que des artistes font. Pour revenir vite fait, parce que je ne vais pas trop parler là, je pense que c'est important qu'il y ait plus de budget dans les quartiers plus extérieurs. Genre, pour dire, parce que c'est plus comme avant, il n'y a plus de graffeurs comme avant, il y avait dans le temps, mais il y a beaucoup de monde qui veut faire de l'art.
peux vraiment juste peut-être en 5 secondes une petite tranche de vie, mais quand tu parles de l'importance à quel point ça attire les jeunes, puis à quel point ça peut changer des vies. Moi-même, je l'ai vécu. Moi, le premier festival que j'ai vu de ma vie, c'était le festival d'explosion de la rue quand j'avais comme 12-13 ans. Je suis arrivée là, j'étais comme, il y avait un show de feu, il y avait du hip-hop, il y avait des drag queens, il y avait du punk, je capotais. Mais tu sais, rendu à 21 ans, j'ai eu mon premier emploi, c'était d'organiser ce festival-là comme par aidante, comme ancienne jeune de la rue qui avait des problèmes, jusque maintenant la coordination. Fait que pour ça, je dis juste, oui, c'est vrai à quel point ça peut vraiment changer une vie, d'avoir un espace sur ça. Moi, en fait, c'est Under Pressure qui a fait que je suis devenue une rappeuse. Parce que par accident, un amoureux m'a emmenée là. Puis j'ai fait what the fuck, c'est quoi tout ça? Puis après, j'étais plus. Un des OG originales. L'artiste bien connu ici avec nous, c'est la famille pour nous. Donc on s'en parle un peu plus. On va essayer de plancher pour tout le monde. On va essayer d'arriver sur la. Sur les futurs souhaitables, je veux dire par rapport au festival, sur la question, comment est-ce qu'on peut basculer vers un modèle collaboratif. En fait, quand même, il y a pas mal d'études en ce moment qui sont faites sur la durabilité des festivals et notamment sur la nécessité d'un ancrage local, sur l'implication communautaire. Donc, peut-être est-ce qu'on peut essayer de faire ressortir des éléments de toute notre discussion sans repartir avec quelque chose d'un peu voilà, en 10 bullet points sur le festival de demain, finalement, c'est quoi pour un modèle collaboratif et non pas compétitif, et donc financier, et donc. Moi, je pense que c'est ça, tu sais, comme un futur, en tout cas, que j'aimerais voir, c'est une plus grande collaboration entre différents éléments qui sont intégrés, justement, mettons, plus de jeunes, plus de personnes, à travers des programmes comme Trajet, Cactus, etc. Des gens qui n'ont justement pas cette possibilité de s'intégrer ou de participer à différents trucs, de continuer l'aspect communautaire, mais de l'agrandir d'une certaine façon, puis d'essayer d'aller encore plus, mélanger encore plus de différents éléments pour essayer de faire grandir ça, mais sur une façon encore plus humaine. J'ai une question un peu, justement, dans le but de basculer vers ce modèle-là. Pour moi, il y a un point essentiel sur des organismes comme Trajet, ou comme si on prenait le site du festival, il y a beaucoup d'organisations sur le site entre Berger et Saint-Elisabeth. Comment est-ce qu'on arrive à faire émerger des points d'intérêt communs, des organisations qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, pour que c'est réellement du sens, c'est pas juste. On peut avoir juste du bullshit un peu de dire bon, on va collaborer avec Cactus, ça fait cool parce que c'est des personnes itinérantes et du coup on a une collaboration de façade, mais comment est-ce qu'on arrive à basculer vers plutôt une collaboration de sens, c'est-à-dire qu'il y a un arrimage réel et concret qui se fait. On voit c'est quoi les buts communs, hein? La mise en commun des valeurs, puis les buts d'honneur, puis d'impliquer les personnes, comme tu as mentionné tantôt, dès la conception, que les personnes soient concernées, qu'on puisse réfléchir ensemble. Ça va être quoi la valeur artistique, ça va être quoi la valeur sociale aussi derrière l'événement, je pense. L'écoute en fait entre les différents intervenants, que ce soit alors si on reprend juste l'exemple avec les associations, savoir nous dans quel contexte par exemple le festival a lieu, c'est vous dans quel contexte je dois intervenir, est-ce que ça fait du sens, et même comme tout à l'heure Nichou disait avec les artistes aussi, être à l'écoute d'eux. Moi un point qui m'a marqué aussi tantôt, c'était de la flexibilité dans les projets, parce que c'est ce que je fais à côté de ça dans la vie aussi du projet. Puis on peut très facilement aller les têtes baissées dans le mur, puis alors que c'est très correct de relever, dévier un peu le cours, puis pas avoir un accident. Donc, je pense que la flexibilité, l'implication de chacun, des jeunes, si on parle aussi on implique des jeunes dans les communautés, il faut savoir ce qu'ils ont envie de faire aussi, ce qui les touche. Ce que tu disais aussi là, c'est ce qui touche les jeunes, ça fait pas, je pense que ça pas vieux, mais ça me touche pas porté. Des fois je me sens aussi en décalage avec les gens de 20 ans, là, forcément. Et je pense que c'est ok. Hein? C'est là où justement ça renouvelle. Et c'est normal, ouais, c'est normal. Peut-être aussi au niveau des apprentissages, des trucs qu'on peut faire aussi qui pourraient nous permettre peut-être de partager des évaluations. C'est qui les personnes qui sont venues, c'est qui qui en ont tiré profit, quand on parle d'intersectionnalité aussi. Peut-être que au niveau, on pourrait mutualiser peut-être les ressources des apprentissages aussi qui sont aussi, je pense.
Ben, on parlait aussi, je pense que c'était central de lieu où créer ces espaces-là. Ta question était autour de comment ne pas faire des collaborations qui sont superficielles, vraiment comme profondes, mais c'est vraiment ça en fait, c'est de connaître nos jeunes, connaître leurs élèves, puis de leur offrir en fait ces espaces-là gratuits, encore une fois, dans le cadre de leur vie, puis là, dans le cadre de leur travail communautaire, c'est beaucoup d'autres choses, mais je fais faire un petit clin d'œil, mais la station, c'est LCSM Loisirs Communautaires Saint-Michel. C'est un organisme à but non lucratif qui offre des activités pour les jeunes, mais ils ont un souci important pour la culture, l'art. Et justement, la station, c'est leur studio d'enregistrement au sous-sol, où les jeunes sont invités à venir complètement librement enregistrer de la musique, comme jammer un peu tout seul, en groupe. Fait que ça, c'est des espaces, comme tu as dit, qui sont fondamentales là, pour leur permettre justement de développer des choses, puis juste d'apprendre à s'aimer. C'est vrai que ça aide aussi à l'ancrage local aussi, s'il y a une pérennité dans le projet, si c'est pas juste quelque chose qui se passe pendant 3 jours, puis si on est parti pour la fin de semaine, on va le manquer. Donc il y a le fait que ça laisse cette trace dans le reste de l'année, on peut parler des murales, mais on va parler d'espaces aussi qui perdurent après, ou justement après, si on a donné à des gens de s'impliquer dans quelque chose, ou juste de découvrir un art ou une pratique, qui puisse se faire outre pendant le temps du festival. Donc ça, je pense que ça aide, ça va aider aussi dans le futur, il faut quand même beaucoup s'ancrer, je pense, avec les communautés, mais les quartiers où on vit aussi, donc faire quelque chose où les habitants vont se dire que ça sert, ça nous est utile, ça nous plaît, c'est sur différents aspects, peut-être pas juste celui-ci que j'aime pas, je pense que ça aide d'avoir le soutien aussi d'une communauté ou d'un endroit. Tu disais que peut-être qu'il y avait des préjugés sur les jeunes, et c'est vrai. Puis c'est vraiment ça. En fait, s'il n'y a pas d'espace pour les jeunes, ils se retrouvent dans la rue, ils n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas bénéficier des restaurants, des lieux publics, fait qu'on les regarde flâner, et c'est là où se développent les préjugés. Mais on se répète, quand il y a des lieux comme ça, où les jeunes sont invités à y aller de façon libre, et ça leur tente, ils sont là-bas, ben là, c'est même positif pour le reste de la population qui voit les jeunes faire des activités vraiment comme enrichissantes, puis qui ne les voient pas dans les rues, donc on ne sont pas à risque de développer des préjugés. Oui, parce que c'est ça. Regarde le jeune qui était au parc, mais finalement il est en train de rapper, faire de la musique à la station. C'est 2 mondes, là. Mais en même temps, ça reste le même jeune, et puis ça reste de l'autre. Là, on parle d'espace pour raisonner, mais l'idée, vu que la question c'était pour les festivals, c'est que ça sert au festival aussi, que les gens regardent en tête, que ok, c'était juste ça, comme toi tu as l'expérience d'exemple du festival qui a changé ta vie jusqu'à présent. Là, on parle de lieu pour les gens hors du festival, mais je pense que ça, tout ce qui se fait autour en périphérie, va aider le festival, ce qui était l'enjeu de base aussi. Là. So it might be a little bit placative, but I think what we can do for like this, teach one, what you were kind of saying, it goes both ways. It's not only giving it, teach what you know to the younger people that come up, but it's also to teach about the culture to your mentors, for example, who want to mentor you, but they are sometimes not part of the culture, so we have to take those spots to make sure that they know all those things that you were saying, or where our culture is coming from, and so they not only think it's cool and they exploit it, but also teach them why we're doing it and where it's coming from and how we're giving back to the community. I think that's another point that is, I know it sounds placative, but that teach one goes both ways. I don't think it's placative. Like, I think there's so much to be said for multi-directional exchange of information, knowledge, skills, and empowerment of communities, and multi-generational cultivation of space as well. I'm almost 50, and I work in a space that is dominated by youth artists. And if I wasn't able to put aside my ego and my wants, I wouldn't be able to serve that community well. You know,
I have to be able to listen and appreciate everything that's coming from the new generation of artists. Not there to tell them what to do or how to do it. I'm there to provide them pathways to what they want to do. So understanding from their perspective what they do has also enriched my life so much. It's made me a better person, it's made me more knowledgeable, and that's enabled me, because I speak the languages of administration and politicians and boardrooms, I can then be in spaces to advocate for these people, you know, and to then hopefully lift them up to be in those spaces to self-advocate. And hopefully you have the younger generation to step up and step into your footsteps. Absolutely. J'ai une question sur peut-être est-ce qu'on ne vise pas toujours un peu, quand on a une envie de changement, est-ce qu'on ne vise pas toujours trop grand? Il faut. Est-ce que ça commence pas aussi par des petits changements, par des petites actions finalement, des petites collaborations, de se dire on va... C'est important de pouvoir pro, un objectif final, mais ensuite justement grandir les balles avec justement peut-être petit à petit des choses plus petites au départ. Mais c'est quand même important d'avoir, je pense, un objectif qui est pas juste qu'est-ce qu'on fait dans 6 mois ou qu'est-ce qu'on fait juste l'an prochain. Mais par contre, tu as raison sur le fait qu'il faut le rendre scalable et le fait des fois il y a des projets qui sont trop ambitieux qui chutent. Il y a eu plusieurs festivals l'an passé d'art qui ont échoué alors qu'ils étaient in the making. Et je pense qu'il y a aussi une part de plein de facteurs qui rentrent en compte, mais il y a aussi des fois les gens se voient trop gros, sont trop ambitieux, alors que c'est un contexte qui change chaque année, puisqu'il y a marché l'an passé, marche peut-être pas. Peut-être que le terme que je dis, ça fait référence à la taille, mais peut-être c'est plus à la complexité versus la simplicité, parce qu'il y a pas quelque chose justement aller chercher dans la simplicité des collaborations, des échanges, dans quelque chose de complexe qui va finalement grossir avec le temps. Moi, je vois beaucoup de ces collaborations-là jusqu'à date, ce que j'ai vu qui ont apporté vraiment positif pour quelque chose, par exemple, c'est par exemple pour mettre fin aux préjugés. Est-ce que les préjugés existent encore? Oui, bien sûr, mais est-ce qu'on a quand même réussi l'objectif pareil au travers de tout ça? Oui, quand même. Ouais. Fait que je pense que... Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Vas-y. Mais en fait, c'est pour ça que pour ceux qui font les festivals, tu sais, quand on regarde Montréal, comment c'est, puis l'impact des festivals de graph et d'art mural sur comment Montréal est vu internationalement, tu sais, je sais pas, comme, est-ce que vous pensez à ça dans le processus du festival, puis les retombées que ça a sur Montréal au complet, puis financièrement sur le business entreprise? Est-ce que, tu sais, avec le temps, est-ce que vos objectifs tendent vers en profiter aussi? Je me demande c'est quoi votre... Je vais parler juste pour Cadorel. On a vraiment un côté local dans le quartier, donc non, pas forcément. Par contre, on reste ouvert à l'international. Donc on a des artistes invités, c'est un hasard, mais dans le documentaire qui va suivre après, il y a un artiste qui s'appelle Aner, qu'on avait invité il y a un an à Canal de Ruelle. Et l'an passé, on avait une artiste d'une plume qui était de Toronto. On a quand même des gens qui viennent un petit peu à droite à gauche, mais le but de ça, c'est juste de rester ouvert aussi, puis de donner des chances à des gens d'ailleurs, mais pas d'augmenter notre visibilité à l'international. Mais on est vraiment genre quelque chose de ancré dans le quartier, ça ne bougera pas, donc c'est pas forcément utile. Peut-être que Under Pressure ou juste comme ça, on a peut-être plus cet objectif. Je pense qu'il doit y avoir des questions de sens qui doivent être posées d'abord, est-ce que ça a du sens d'inviter des artistes internationaux ou des artistes extérieurs? Mais c'est pas nécessairement directement invité, mais c'est plus comme, tu sais, quand je parle de retombées par exemple, c'est sûr que ça se chiffre l'impact de Under Pressure financièrement sur tout le business qu'il y a sur Sainte-Catherine. Tu sais, eux, ils vont faire des stades sur ça, genre la ville, disons, comme les promenades et tout ça. Mais, tu sais, qu'est-ce qui fait qu'il y a un impact comme ça? C'est ceux qui organisent ça, puis ceux qui organisent ça, des fois, ils struggle. Je me demande, est-ce que vous trouvez un moyen, vous cherchez un moyen de profiter de ça aussi? Puis je pose la question parce que je suis pas dans l'organisation, je suis de l'extérieur.
C'est des choses qui sont difficiles à... Il y a beaucoup de choses qui sont chiffrées sur 1 euro investi dans la culture est égal à 10 euros d'entrée économique. Ça dépend des festivals, ça dépend de l'attractivité du festival. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, dans la culture, il y a en France, et je pense qu'ici aussi, sur la valorisation de l'art, finalement, toujours on vend des avions parce qu'il y a des musées, parce qu'il y a des festivals, parce qu'il y a des destinations, qui sont des destinations culturelles. Si t'as pas ça, en fait, ça sert à rien de construire un Boeing, en fait. Les gens, ils vont rester vraiment dans... Mais finalement, je pense pas que ce soit quelque chose comme... aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de choses une sensibilisation à faire du grand public sur le soin à donner à la culture, et pas juste dans un mode de consommation de la culture, mais aussi un mode de réciprocité de la culture. Tu viens au Chiaga, c'est cool, mais qu'est-ce que tu viens extraire, prendre ce qui te plaît, mais qu'est-ce que tu viens redonner donc en rapport à la culture. Je pense que ça c'est difficile à valoriser pour les festivals concrètement. Aujourd'hui, à Montréal, il y a quand même beaucoup de festivals qui dépendent des SDC. Donc il y a quand même cette compréhension-là, la retombée économique. Et après, on revient ça loupe avec la conversation de tout à l'heure sur. Quand tu travailles pour les SDC, finalement, ton objectif, le but, c'est de créer de l'attractivité, de faire venir plus de monde, donc il y a plus de retombées économiques. Et donc, du coup, l'art devient juste comme un support et non comme une destination. Je pense que c'est là où il faut réussir à. Je pense en tant qu'artiste, en tant qu'organisateur de festival, ou en tant qu'organisme communautaire, justement le côté collaboratif fait qu'on arrive à maintenir des intérêts là où tout est aujourd'hui très centralisé sur les festivals de musique, d'art urbain. Tout est centralisé sur les financements, finalement. Tout se met à l'échelle par rapport aux biais financiers, plus que par rapport aux besoins de la communauté. Je pose la question parce que Montréal, c'est quand même devenu une capitale de l'art urbain internationalement. Comme il n'y a pas tant de villes qui sont comparables à Montréal. On est dedans, on le mesure peut-être pas à quel point. Puis même les villes qu'avant on se disait comme ouais, New York et tout, mais Montréal c'est plus dope que New York au niveau de l'art urbain. C'est comme number one. Après, je connais pas toutes les villes, mais de l'extérieur, c'est quand même ça. Puis c'est en partie grâce au Festival de Pressure. Il y a le Festival Mural aussi qui a eu un gros impact. Il y a d'autres festivals aussi qui grandissent et qui maintiennent et qui élargissent cette réputation-là. Puis les galeries à Montréal, en tant qu'artiste, j'ai vraiment remarqué la différence. Il y a quelques années, là, il y avait comme peut-être 1-2 galeries qui étaient concentrées sur l'art urbain, on va dire. Après ça, quelques années, il y a comme 5 galeries qui ont changé leur démarche, leur approche artistique, et qui présentaient comme vraiment un focus sur l'art urbain, des artistes qui font street art aussi. Avant, c'était pas ça, ils étaient snobs sur ce type d'art-là, puis maintenant, c'est ça qui focus, parce que ça vend, puis ça attire des gens, à cause que Montréal est reconnu pour l'art qu'il y a dans la rue, Fait que c'est ce rapport-là que je me demande, comment tous les festivals qui arrivent avec une intention, profitent de ça, parce que c'est pas eux qui profitent nécessairement, c'est des galeries qui maintenant présentent des artistes qui avant peignaient pas tant, fait que c'est tout ce rapport-là économique que ça n'empêche pas d'être real dans l'intention artistique, mais il y a quand même un changement. Ouais, c'est vu différemment, mais ça reste un gros changement par rapport à quelques années avant. Mais je pense que, comme tu dis, c'est très spécifique à Montréal. Je l'ai moins vu justement à d'autres endroits, à Toronto, il y en a quelques-unes aussi, là, que j'aurais été faire une fois, mais c'est moins. Et c'est. Rien du tout contre les galeries, mais ils prennent aussi ce qui, du coup, dans un sens, est à la mode. Ils partent forcément, je pense, retomber pour les festivals directement. Ce serait bien s'ils pouvaient s'en rendre compte. C'est un peu comme l'exemple qu'on disait tout à l'heure, les muralistes viennent c'est les graffitis qui ouvrent la porte aux muralistes, par exemple. Savoir que des choses n'existeraient pas sans ça. Mais je pense pas qu'il y ait de retombées directes sur les festivals. Je n'ai jamais ressenti ça.
pense qu'il y a de la difficulté pour les festivals d'être suffisamment structurés pour avoir les moyens d'obtenir ces financements-là. On le voyait, Patrick le disait tout à l'heure, par exemple, il y a plein d'organisations pour obtenir une aide du Conseil des Arts, ça demande un langage, une vision, un savoir-faire, un réseau. Je pense que c'est d'autant plus vrai encore quand tu es en business de savoir qui tu connais, évidemment, donc d'où tu viens, quelle relation tu as. Et je pense que beaucoup de festivals ont du mal finalement à disposer de ce savoir-là et à disposer de cette compétence-là et d'une personne qui est capable d'aller justement aller chercher ce truc-là. Ça veut dire que justement la valeur elle est là, mais elle est quand même en friche. Je pense que tu as raison de souligner qu'il y a la possibilité d'y aller, que c'est pas un tabou non plus d'aller chercher des sous tant qu'on garde une certaine. C'est toutes les box, hein, c'est. Je ferai un petit post comme ça, on va tous avoir accès si ça peut nous inspirer plus tard. Déjà, merci d'être merci à tous. Oui, je suis vraiment vite. Donc, je voudrais remercier l'Hôtel Sainte-Catherine pour être notre hôte aujourd'hui, tous nos panélistes qui sont venus de loin et de locaux. Puis toutes vous autres, la communauté, all you guys in the community, qui sont venus pour supporter, pour être ici, puis faire partie de cette discussion pour la 30e anniversaire de Under Pressure. C'est clair qu'on a beaucoup de travail à faire, there's a lot of work to be done, and on voudrait continuer, et on voudrait que les autres organisations continuent. Donc, dans cette mode de pensée, that mindset, je vous invite de juste relaxer une 5-10 minutes. On va préparer la séance de projection. We're going to start the movie in about 5-10 minutes. Prenez une pause, prenez une chance de peut-être jaser un peu avec le panéliste ou prendre une petite coup. On va débuter. We'll start very shortly. Merci à tous.